Good afternoon et bienvenue. I am Stephen Saidman, Director of the Canadian Defence and Je Security suis le Network. directeur du réseau de la sécurité, également l'ancien président de l'International Affairs de l'Université Carleton, l'école internationale des affaires internationales. Bienvenue à notre deuxième séminaire annuel Capstone. L'idée est de réunir les meilleures présentations de nos partenaires des événements de l'année antérieure. Nous avons eu cet événement au Collège des Forces armées canadiennes, alors que l'Amérique du Nord commençait à connaître son confinement à cause de la COVID. Cette année, nous nous allions tous ensemble et une des raisons pour lesquelles nous avons créé cet événement, c'est parce que nous voulions que le réseau donne une plus grande visibilité à tous nos événements, là où nos partenaires se sont organisés partout au Canada pour aider nos partenaires et leurs participants à faire en sorte que leur événement dure plus longtemps qu'une journée dans certains recoins du Canada. En tant que directeur du RCDS, je suis très fier de voir que cet événement puisse avoir lieu malgré les défis. L'équipe du RCDS a été formidable. Les co-directeurs du Canada ont mené les équipes de recherche et les différentes personnes au niveau des... Le directeur de communication également nous a aidés. Et on a eu également des présentations sur le canal YouTube du RCDS. On a travaillé avec les gens de l'audiovisuel pour créer cet événement. On a travaillé avec l'équipe d'assistants, de la recherche, etc. Merci beaucoup aux lauréats Capstone qui vont nous présenter les résultats de leur recherche. Merci de passer du temps avec nous. J'aimerais vous donner davantage de possibilités de se réunir, par exemple, si on pouvait aller souper ensemble, etc. L'année dernière, c'était formidable de se réunir, mais après la quarantaine, on va essayer de se réunir autant que faire se peut pour avoir un souper, ce genre d'événement, lorsque la pandémie sera terminée. Merci pour tous ceux qui financent et merci à l'Université Carleton qui nous aide beaucoup pour donner des subventions pour nos étudiants. Alors, merci beaucoup au Centre d'excellence Paix et Sécurité, l'Institut canadien pour la recherche, le North American Arctic Defense Security Network, Military Design and Collaboration Network, et notre réseau, le Defense and Security Innovation Help, et notre RCDS. Durant cet après-midi, le séminaire, vous devriez pouvoir afficher vos questions. On pourrait répondre autant que possible. Si vous ne pouvez pas envoyer vos questions à l'adresse qu'on vous donnera sur info@rcds ou plutôt cdsn/rcds.com. Bon. Vous pouvez utiliser le hashtag également Capstone 2021 et vous pouvez nous suivre toute la journée à RCDS ou CDSN sur Twitter, etc. Vous avez la plateforme, vous pouvez vous y abonner pour recevoir nos mises à jour et les informations. Avant de clore cette introduction, je vous demanderai d'aller sur www.cdsn-rcds.com. On a les bourses d'excellence pour les étudiants, une autre conférence for Response Conference pour la COVID, etc. Donc, on va considérer ce qui s'est passé les autres années et on va avoir des liens avec l'Institut d'été et le Summer Institute. On a le Conseil de sécurité également, qui est le podcast francophone qu'il faut souligner. Et finalement, nous voulons reconnaître le fait que Capstone 2021 est une plateforme virtuelle. Carleton est une université qui se retrouve sur un territoire non cédé par la nation Québec. Nous vous offrons l'interprétation simultanée en anglais et français si vous avez des difficultés. Donc, vous pouvez également aller sur le réseau CUNET. Et donc, on a la représentation des deux panels et moi, je vais être le modérateur de la période de questions à l'heure de l'Université Carleton. Nous avons la première personne qui va parler maintenant de l'Université Carleton. Donc, nous avons la première personne à parler. Thank you, Professor Saidman, for the introduction. Donc, merci beaucoup pour cette présentation. C'est un honneur pour moi d'être ici, de vous parler. Donc, je suis Ozan. Je vais vous présenter le premier panel avant de démarrer. Vanessa Brown est membre de la faculté. C'est la première personne qui parlera. Elle est au Collège Royal de la Défense et elle est candidate à l'Université Carleton pour le doctorat. L'intégration du genre et les perspectives culturelles dans l'éducation professionnelle militaire et son influence sur les changements culturels organisationnels. Cette dernière publication parle du progrès féministe et donc c'était inclus d'une parution spéciale dans le Forces Fortnite. Merci beaucoup, Vanessa, d'être avec nous aujourd'hui. Deuxième conférencier, Lina Tomsido.
un fellow au Center for International and Defense Policy de l'Université Queen. Elle a un doctorat en sciences de la réhabilitation et elle est une ergothérapeute professionnelle avec beaucoup d'expérience chez les enfants et elle s'occupe de santé mentale pour les enfants. Également, elle travaille avec plusieurs fournisseurs de soins en santé mentale. Elle s'intéresse à la compréhension du mieux-être des membres de l'armée canadienne, des anciens combattants, du personnel et de leur famille, en mettant l'accent sur les transitions de vie et les changements. Elle met l'accent également sur les femmes qui sont au service et les anciens combattants. Merci beaucoup, Dr. Seto, de participer avec nous. Troisième conférencière, Stéphanie Hull, qui termine son PhD en psychologie clinique à l'Université d'Ottawa actuellement et est également en voie de compléter son elle travaille au Center for Psychological Services and Research. Elle fait un stage là-bas. Sa recherche est relativement à l'impact psychologique des expériences militaires récentes et elle essaie de comprendre l'utilité du design moral. Et donc, finalement, le Dr. Peter Kicker est le président d'Urban Care, Arctic Policy et professeur assistant de gouvernance politique à Francis Xavier University. Il a beaucoup écrit sur la sécurité et les questions de souveraineté dans la région polaire et son programme de recherche actuel explore comment renforcer les efforts de secours, la gestion d'urgence et la résilience des communautés et les capacités de réponse dans le nord canadien en cas d'urgence. Et donc, merci aux différents conférenciers qui se joignent à nous. Cela étant dit, nous écoutons maintenant Vanessa Brown, qui est la première conférencière à nous adresser la parole. Merci beaucoup pour cette très belle présentation. Je suis très heureuse d'être ici avec vous et d'apprendre les membres du panel, qui sont mes collègues, et j'aimerais reconnaître que je vis et je travaille sur le territoire traditionnel non cédé de plusieurs nations, incluant les Anishinaabe, les Chippewa et les peuples du Mississauga. Il y a plusieurs Premières Nations, des Métis et des Inuits qui n'ont pas cédé leur territoire dans ce pays. Je vais vous présenter un document que j'ai présenté pour le Consortium Curriculum Consortium et c'est une recherche qui était un engagement auprès d'enseignants, collègues qui essaient d'inclure les perspectives sur le genre auprès du militaire, de Patriarchy Within, la patriarchie à l'intérieur. Professional Military Education and Gender Perspective, c'est le titre de ma présentation. Je vais commencer aujourd'hui avec la politique de défense canadienne et les directives internes relativement à la mise en œuvre de la résolution 1325 onusienne pour sa sécurité limite les rôles en matière de sécurité. Le travail en paix et sécurité est facilité par les forces armées par la mise en œuvre d'analysis plots et de perspectives de genre dans leur opération et de par des plans d'action additionnels. Le gouvernement et l'armée s'engagent à la paix et la sécurité pour les femmes. Et donc, c'est une exigence. Donc, c'est une éducation, de formation requise sur le genre, les perspectives culturelles pour les membres des armées, les féministes et les académiciennes ont exigé cela. C'est donc un prérequis pour étendre l'enseignement sur le genre et l'intersectionnalité pour l'éducation. Et deux questions importantes ont été soulevées en la matière. Certains enseignants dans le champ de façon plus vaste ont suggéré que ce serait nécessaire d'éviter la présentation de concepts critiques comme la patriarchie, le féminisme, le racisme et le colonialisme devant les publics militaires. D'autres, au contraire, ont indiqué que le fait de présenter des perspectives générales et des outils d'analyse en l'absence d'une considération de la lorgnette théorique d'où cela émerge mène les praticiens à un échec lorsqu'il s'agit de mettre en œuvre la sécurité et la paix pour les femmes. Et donc, ensemble, la préoccupation exprimée par certains, c'est que les praticiens militaires sont résistants à ou ne peuvent pas comprendre les concepts nécessaires pour faire progresser la paix et la sécurité des femmes. Mon expérience en enseignant à des cadres me montre qu'il y a des orientations différentes et donc on peut harmoniser les professionnels relativement à l'égalité, la justice et le sentiment d'appartenance. Et moi-même et un groupe actif de militaires et d'éducateurs civils au Collège des Forces armées ont déterminé les conditions pour que les membres des Forces armées puissent reconnaître le colonialisme et la patriarchie afin de comprendre leur place au sein de ces luttes et de penser critiquement relativement à leur rôle pour soutenir l'égalité en matière de genre et la sécurité et l'inclusivité. Mon expérience et celle de mes collègues vont distancer de l'idée selon laquelle présenter le genre devant un auditoire
militaire, que cela signifie de marcher sur des œufs, qu'on aurait besoin de plus d'expressions relativement au sexisme, au racisme et au tribalisme comme étant des éléments systémiques au Canada ou institutionnalisés dans l'armée. Lorsqu'on parle d'inégalité de genre, de la patriarchie et du rôle du féminisme critique, pour cela, il est mieux de mettre de côté les éléments historiques comme le colonialisme et le rôle des militaires dans le maintien du statut du pouvoir chez les colonisateurs qui étaient des hommes blancs principalement. Il y a une dissonance cognitive, puisque le personnel militaire peut ressentir ces dissonances lorsqu'ils réfléchissent à comment, par exemple, au niveau senior, moyen, par exemple, ils ont réussi à devenir, ils ont réussi en fait dans une gestion qui continue à faire la promotion des hommes de race blanche vers ces postes, en dépit des grands efforts de l'institution à faire des changements. Malgré ces expressions de mise en garde, j'aimerais considérer le contexte et les approches pédagogiques. Aussi, dans une institution dominée par les hommes, le processus de nommer la patriarchie peut être quelque chose qui est tout un défi. C'est difficile de présenter le genre de façon à ce que ce soit utile et encourageant pour les membres militaires. C'est un défi de créer un environnement d'apprentissage où les membres de l'armée se sentent habilités à penser de façon critique relativement à leur relation avec l'armée en matière de genre, en matière de difficulté et plus l'attrait au pouvoir. Et dans mon expérience, cela a encouragé beaucoup de membres militaires à devenir des champions passionnés de l'égalité de genre. Selon ma recherche, j'en conclus que les militaires qui ont été exposés à ces théories féministes et sur le genre, qui ont eu des outils également, peuvent créer des résultats transformateurs dans l'armée militaire et de par des engagements avec les sociétés canadiennes ou autres internationales. C'est pas rose, mais j'ai enseigné aux membres des forces armées relativement à l'égalité de genre, la diversité et l'inclusion dans le programme de Joint Command Staff durant 5 ans. Et pendant ce temps-là, un petit groupe de militaires et de facultés de civils ont travaillé très fort, souvent en devant passer par des épreuves pour développer, concevoir un programme de cours critiques sur la femme, la paix, la sécurité, le genre, la diversité. Et selon moi, et selon les perspectives de plusieurs étudiants gradués, notre difficulté pour créer des liens entre ces idées est quelque chose que l'on voit partout dans toutes les aires d'apprentissage et de développement. Les étudiants de ce programme apprennent au sujet du genre et de la culture, la sécurité, tout ce qui est lié à ça, la gouvernance internationale, le commandement, le leadership, ainsi que les questions intérieures, les opérations internationales. Ils apprennent au sujet de ça et comment le genre, la race et la culture peuvent fasciner et avoir une influence sur la vulnérabilité et la sécurité. De par cet apprentissage, les étudiants militaires développent leur espace collaborateur pour discuter de ces idées du genre, de la race, de l'habilité, de la sexualité, comment ces idées peuvent être appréhendées dans la société et dans l'armée. Et des fois, c'est pris pour acquis parce que des concepts, comment les choses sont, peuvent mener à cet problème. Ces idées construites peuvent mener au changement. Et donc, les étudiants militaires agissent afin d'être un joueur essentiel de ce changement, vers ce changement. Par exemple, durant la dernière année académique, des étudiants ont créé un groupe d'apprentissage virtuel qui considère la question de l'identité militaire, comment c'était défini, surtout autour d'une vision étroite de la masculinité. Dans ces séances, les étudiants ont exploré des façons alternatives d'explorer l'identité militaire ou du guerrier qui peuvent contribuer à des changements souhaités dans la culture. Les gradués également ont créé des groupes WhatsApp et des clubs de lecture, etc., pour considérer une collaboration relativement au changement culturel sur le genre. Et donc, on essaie de voir de façon plus horizontale la pensée critique partout dans l'armée. Parlons de l'honnêteté pendant quelques instants. Dans mon expérience, j'ai enseigné, j'ai fait des recherches sur l'inclusion de féministes critiques. On a parlé de cadres liés à la race dans l'éducation. Et cela m'a donné beaucoup d'espoir en vue de l'avenir par rapport à l'avenir des forces armées. Et cela m'a permis de conclure que beaucoup d'enseignants, de ceux qui conçoivent des programmes de cours dans les institutions, sont des joueurs clés pour ce changement, pour les espoirs que cherchent à obtenir les universités pour créer du changement culturel également au sein de l'armée. Les éducateurs et ceux qui développent ces programmes de cours peuvent aider à créer le changement que les militaires leaders souhaitent si on fait des discussions autour des différents éléments liés à l'égalité et les leaders militaires peuvent s'attendre à faire les meilleurs choix. Donc, si on leur a donné un cadre théorique adéquat, des outils pratiques et le temps d'appliquer cela de façon à ce qu'eux aussi puissent être vulnérables, faire des erreurs et apprendre de ces mêmes erreurs. La salle de cours militaire, c'est un des seuls endroits sécuritaires où les militaires
peuvent faire ce genre de collaboration par Internet, faire de l'auto-apprentissage et opter pour l'innovation collective sans être obligés de subir le poids du commandement. Alors, Numérique Officer offre un contexte unique où l'on peut apprendre à être des agents de changement. De fait, je sais que l'honnêteté relativement l'impact formidable et dévastateur de l'inégalité, c'est la seule façon comment les membres de l'armée peuvent en arriver à comprendre les visions féministes et antiracistes en vue de l'égalité. La pensée critique relativement à l'exclusion, c'est la seule façon qui nous permet de déterminer comment les membres de l'armée peuvent comprendre et chercher à obtenir de l'inclusion. Et ce que j'ai découvert, c'est que l'honnêteté, cela fonctionne. Raconter toute l'histoire, pas juste de raconter les belles affaires, ça marche. Et les apprenants militaires peuvent partager leur expérience et leur rôle de leadership dans les histoires. Tout ça peut nous illuminer en vue de l'avenir en tant qu'apprenants militaires, en tant que groupe. Cela peut nous mener à faire des changements très intéressants dans l'organisation militaire. Selon moi, le fait de nommer la patriarchie, peu importe comment on décide de le faire, est un facteur clé qui fait partie de la connaissance de lignes de base prérequises pour comprendre et pouvoir appliquer des cadres à partir de l'ordre du jour lié sur les perspectives de genre, les communautés LGBT+, etc. Mais il est important de montrer comment cette difficulté pour l'égalité de genre est une difficulté, un défi canadien, un gouvernemental, etc. Et c'est surtout un défi, une difficulté qui demeure au ministère de la Défense et à l'intérieur des forces armées. Et je pense donc qu'il est important de démarrer une discussion sur l'égalité en matière de genre en reposant sur certains éléments de base. L'inégalité de genre arrive à plusieurs niveaux dans notre monde social. Et comme tel, de par mes pratiques d'enseignante, j'aime positionner le genre et l'égalité et la lutte pour obtenir de l'intersectionnalité de façon plus vaste comme étant un défi pour tous. C'est l'intersectionnalité, pardon. Et donc, l'égalité de genre, c'est une manifestation à plus long terme de l'insécurité. Lorsqu'il y a de l'inégalité, je veux dire. Et c'est-à-dire que la plupart des gens ne reconnaissent pas ça. L'inégalité même, des moments où ils souffrent même de l'inégalité de situations de discrimination intense, de vulnérabilité et même de violence. Deuxièmement, le personnel militaire doit bien comprendre quelle est euh, la conceptualisation de la différence qui met les gens dans plusieurs catégories, de la personne la moins idéale à la plus idéale. Et c'est l'histoire qu'on se raconte que l'histoire a créé relativement à la différence sont spécifiques aux cultures dépendamment du contexte et peuvent changer tout au long du temps. Les différences sont un fait de notre réalité sociale, mais les valeurs injustes liées à la différence, aux différences, c'est une construction sociale. Ce sont des systèmes de pouvoir qui créent l'inégalité, d'abord et avant tout. Et on crée ces histoires, on les négocie, on est contre ces histoires et on les maintient dans notre culture pour le long terme. Ce sont les histoires que nous racontons et que nous, comme communauté, nous avons la responsabilité de les changer. Et c'est la réalité subjective. Et les membres militaires doivent être encouragés, doivent reconnaître leur rôle à créer ces différences, à changer les choses. Le personnel militaire doit mieux comprendre les rôles de genre et comment cela change ou même est impliqué lorsqu'il y a des moments de troubles et ils doivent bien comprendre les perspectives liées au genre. Le personnel doit comprendre quelles sont les façons d'inégalité, comment certains groupes de gens se positionnent dans certaines positions d'insécurité et de vulnérabilité. Et quatrième élément, et peut-être l'élément le plus important, le personnel militaire a besoin de bien comprendre le genre comme un concept social conceptuel. Bon, la plupart des gens ont une certaine compréhension des impacts, des rôles liés au genre et aux normes. Le genre demeure néanmoins un élément difficile, quelque chose de conceptuellement difficile à définir. La difficulté, c'est en fait que les idées socialement conceptualisées, les questions liées au genre évoluent sur le fil du temps. Il y a des idées liées au genre qui ont influence sur la responsabilité dont on assigne les gens, les activités que les gens entreprennent, une influence sur l'accès au et au contrôle des ressources ainsi qu'à la prise de décision différents récits culturels liés au genre vont déterminer les conditions et les niveaux d'inégalité dans une société donnée. Par exemple, les dynamiques pour le long terme de la puissance au genre et à l'autorité dans la force armée canadienne peuvent faire en sorte que certaines questions mondaines, comme un climat froid, peut mener à l'inégalité, l'harcèlement, l'abus dans certains milieux auprès de certains membres. Henry George, l'académicien l'a dit, les membres de forces armées peuvent bénéficier d'une vision critique
de la conceptualisation même du racisme lié aux gens dans les institutions. Cela requiert une compréhension de la socialisation des membres culturellement et des récits sociaux qui sont adaptés et propagés. Encore une fois, la paix, la sécurité, ça doit être considéré, la protection des civils et les populations vulnérables en examinant les vulnérabilités, les risques et les inégalités sous-jacentes et les exclusions qui prennent part dans le contexte militaire. Reconnaître comment des questions du WPS sont liées au statut des membres dans l'armée militaire, comme la participation des femmes dans le leadership senior, la protection contre la violence liée au genre, le harcèlement sexuel et la quête de l'égalité entre les membres peuvent enraciner la connaissance des membres liés au genre, par exemple pour les communautés LGBT et plus. Mais donc, cette inégalité liée au genre euh, à cause du positionnement à l'interne peut aider les professionnels à mieux comprendre leur rôle vers la réussite des défis nationaux et internationaux. J'aimerais maintenant résumer cette conversation en faisant allusion à un commentaire. Le commentaire du récit qui existe dans l'armée par rapport aux perspectives de genre WPS et la diversité. J'ai remarqué que les éducateurs académiques et militaires ont appliqué toutes sortes de justifications pour expliquer pourquoi les militaires et leurs membres devraient se fier du WPS et de la diversité. Plusieurs académiciens et praticiens l'ont mentionné durant le consortium du WPS. Il faut faire attention pour cadrer de trop près les éléments quant à l'efficacité. Les perspectives sur la diversité et le genre ont démontré qu'il y avait des avantages opérationnels. Cela ne devrait pas constituer nécessairement la première raison pour l'armée, pour que l'armée puisse créer des équipes diversifiées et l'utilisation de considérations liées aux communautés LGBT+. L'idée devrait être de créer de la sécurité et de la l'égalité pour toutes les communautés, tous les gens. Les perspectives liées au genre, c'est pas de savoir qu'est-ce que ça peut faire pour l'armée, c'est plutôt de savoir qu'est-ce que l'armée peut mieux faire pour aider un sentiment de justice, de sécurité et d'appartenance pour tous. C'est ça qui est important pour les gens et pas juste pour l'armée. Merci beaucoup de me permettre de présenter ce document au niveau de cet événement Capstone Diversité DS. Merci de m'avoir permis d'être là. J'ai très hâte d'entendre parler mes collègues du panel qui auront des choses très intéressantes à dire. Et cela met fin à ma présentation maintenant. Merci beaucoup, Vanessa, pour cette présentation fascinante. Et donc, nous allons y aller de notre deuxième conférencier, le Dr. Lina Tamsey. Good afternoon. I'm just going to Lina Tamseto, voici. Bon après-midi. share the screen. Je vais partager l'écran. And if I could get an Je indication ne sais pas that si on peut... screen is being shared. Bon, est-ce que ça a été partagé ou pas? Think we're okay? Ça va, ça ou pas? All right. Thank you, Ozan, for the kind Merci beaucoup introduction, and thank you pour to cette belle présentation. Merci beaucoup au RCDS pour cette invitation. Donc, j'aimerais remercier tout le monde ici. making the time to Merci d'avoir pris le temps de the participer à cette présentation aujourd'hui. So I'm going to share with you some of the work Je vais partager avec vous le travail que j'ai fait l'année dernière sur les hommes et le mentorat dans les efforts armées canadiennes. Pour des questions de temps, je ne vais pas tout passer en revue, les détails relativement à la méthodologie liée à l'étude. Je vais mettre l'accent surtout sur les conclusions et les étapes à suivre en vue de l'avenir. Cette étude cherche à faire quoi? On a essayé de savoir si un programme de mentorat culturellement compétent et utilisant même des informations sur le genre pouvait aider les femmes. Donc, alors une approche multi qui a été utilisée, ce qui inclut une révision des recherches, de la littérature. On a plusieurs experts, des mentors, des gens mentorés dans les forces armées canadiennes, dans les entrevues, et on a eu des ressources qui ont été développées surtout pour DND et CAF, et donc les choses qui ne sont pas liées, donc le ministère de la Défense, etc. Et donc, on va pouvoir créer un programme de mentorat en considérant les ressources, la littérature, etc. On va valider les choses aussitôt que le programme sera développé. Alors, on a une révision en utilisant la méthode
qui a été décidé pour réviser la littérature. Et donc, la question était de savoir comment est-ce que littérature conceptualise et décrit le mentorat et les programmes de mentorat dans l'armée et dans les éléments connexes à l'armée et pour les services policiers pour les femmes. Donc, même si le développement des programmes de mentorat n'inclut pas la police, il y a suffisamment de similitudes dans la nature même du travail, comment se composent les gens par rapport à la culture de cette profession, qui méritait que cela soit inclus donc dans la révision. Alors ici, nous voyons quelques conclusions générales relativement au scoping review, cette révision. On avait 23 études en général qui ont été incluses. Toutes sauf 3 étaient au sujet de populations aux États-Unis. Il y avait beaucoup de recherches de méthodes qui étaient incluses dans la révision. Et il y avait une représentation assez vaste des éléments militaires, les soins de santé à l'armée et représentation policière également dans la littérature révisée. Et relativement aux documents de recherche qui mettaient l'accent sur le genre, il y en avait 6 qui étaient spécifiquement liés au genre et 10 documents qui considéraient un comparatif entre les genres. Comme vous pouvez le voir ici, il y a eu un ensemble de populations. On a mis l'accent des études là-dessus. Les services pour la santé, le leadership militaire, l'éducation militaire, l'application de la loi. Les différentes identités ont été considérées également au niveau culturel, la race, l'ethnicité, l'âge, le genre, l'orientation sexuelle. Il y avait 4 découvertes clés dans cet examen que j'aimerais partager avec vous. Premier élément, ça c'est relativement à la définition du mentorat. Alors, la littérature que j'ai considérée ne fait pas un bon travail à définir ce que c'est que le mentorat parce qu'il y a une hypothèse générale qui suppose que tout le monde sait ce que c'est. Et le résultat, c'est qu'il semblerait que plusieurs organisations ici soient laissées de côté, peut-être, ou laissées à elles-mêmes pour découvrir c'était quoi le mentorat. C'est un autre problème qui surgira. J'en parlerai un peu plus tard dans ma présentation. Un autre thème relativement à la révision, c'est que le mentorat a été utilisé par beaucoup de professions pour différents objectifs. Alors, ces objectifs principaux ont été soit l'un, soit l'autre. Bon, durant une transition, par exemple, le mentorat est utilisé durant des transitions très significatives. Des périodes de transition lorsque les gens se joignent à l'armée en tant que cadets pour la police, les forces de la police, bon, lorsque les gens quittent ou rentrent dans l'armée. L'autre raison pour laquelle le mentorat est utilisé dans ces organisations, c'est pour aider les gens dans leur carrière. Donc, on commence très tôt et etc. On continue dans les hauts niveaux des rangs de l'armée, des rangs de leadership. L'impact de la culture et du mentorat. Donc, et donc le rôle de l'identité, le leadership, l'identité semble être un facteur qui activement a été examiné dans la littérature sur le mentorat. Le genre, l'orientation sexuelle, je l'ai mentionné, l'âge, la race et le genre. La littérature a découvert que lorsque l'identité a un impact sur la nature même du mentorat dans ces professions, disons par exemple la dominance de la masculinité a été associée au mentorat fondé sur la carrière. Il y a beaucoup de travail effectué pour examiner les avantages de prendre soin en termes de mentorat selon un élément de genre ou pas. Et donc, selon des données probantes existantes qui supportent l'utilisation de mentorat dans des populations de minorités, les femmes ou les minorités ethniques, par exemple, les services policiers et militaires ont créé des opportunités pour que leurs membres dans ce groupe puissent participer au mentorat en incluant des initiatives de mentorat pour les intégrants dans les services existants à cause des différences qu'il y a dans ces cultures. Et donc, c'était tout un défi. Et donc, un exemple de ça, c'est une révision de Johnson & Anderson qui identifie plusieurs défis qui sont liés à la mise en œuvre du membership tel que défini dans son sens le plus ontologique, son sens premier dans la structure même de l'armée. Johnson & Anderson ont découvert qu'il y avait plusieurs définitions de mentorat utilisées partout dans l'armée et le résultat, c'est que cela contribue à la confusion de ce que c'est que le mentorat, parce qu'il y a un contexte historique du mentorat comme étant quelque chose qui équivaut à de l'exclusivité, l'injustice, le carriérisme et le favoritisme.
Une entrevue maintenant. J'aimerais partager avec vous quelques Alors maintenant, j'aimerais résultats de partager les ces résultats des entrevues. Ce qui a interviews été qu'on a mené fait avec avec des différents experts sur le sujet, les mentors et les membres, personnes avec qui les ont reçu mentors, le etc. mentorat. Les experts n'étaient pas nécessairement, avaient pas nécessairement une connexion, alors je voulais partager ça avec vous. Alors, voici les questions qui ont été présentées aux participants dans les interviews semi-structurées. Alors, c'était vraiment ce qui était intéressant, c'était leur expérience avec le mentorat. Essayer d'avoir des histoires sur les expériences positives et négatives, des anecdotes sur le mentorat et qu'est-ce qu'ils pensent du mentorat spécifiquement pour les femmes. Alors, un total de 28 interviews téléphoniques ont été complétées durant la pandémie. Malheureusement, on n'a pas pu faire quoi que ce soit en personne ou des groupes de consultation ou des groupes de démo. Alors, 21, c'était des femmes avec les forces de l'air, les forces terrestres et les forces navales étaient inclus aussi au Canada et à l'international. Il y avait plusieurs positions à représenter et les vétérans canadiens et internationaux étaient représentés dans le groupe d'experts ainsi que les gens qui s'identifiaient comme consultants dans le secteur privé. Alors, la première chose qu'on a trouvée des entretiens, c'est que l'expérience vécue du mentorat pour les femmes est vraiment réflexion de la littérature internationale. Alors, c'était assez intéressant pour moi de trouver que c'était similaire. La définition du mentorat était similaire dans le militaire, est assez variée. Et une autre chose que j'ai trouvée, c'est que le mentorat est utilisé à travers une carrière et l'identité, surtout le genre, qui était le focus de cette étude, apparaît jouer un rôle dans le mentorat. Et la culture du genre et la culture militaire jouent un rôle important. Alors, les interviews ont révélé aussi beaucoup sur l'expérience du mentorat pour les femmes dans les forces militaires, incluant que les personnes qui ont reçu du mentorat deviennent de bons mentors et sont heureux de le faire. Les mentors dans les forces armées ont appris sur le tas, si on veut, en travaillant ou en recevant du bon mentorat. Pas d'éducation formelle, donc, dans le mentorat. On a reconnu qu'il y a des ressources et des outils disponibles, mais ce n'est pas largement connu. Les participants faisaient partie d'appareillage formel à travers le Canada. Ils ont appelé ça comme, on appelle ça comme fréquenter quelqu'un, l'importance de la compatibilité indépendamment de tout le reste. Alors, il y avait beaucoup de discussions sur la culture et les tensions qui existent entre les cultures dominantes et l'expérience des femmes dans les forces militaires. Et c'était la raison de chercher ou vouloir du mentorat spécifique au genre. Sur la culture canadienne, il y avait beaucoup de questions sur le genre, dans la famille, le soin d'enfants et tout ça. Et dans la culture militaire, il y avait des discussions autour de la rigidité de la trajectoire de promotion officiellement ou non officiellement et ces lignes de temps qui pourraient être en conflit avec des rôles parentaux. Alors, il y avait aussi cette question que le leadership et les connaissances du leadership, et c'est la même chose que le mentorat. Et la plupart des gens ont dit que ce n'est pas la même chose. Et qu'il y a cette idée d'appui dans les forces militaires pour le mentorat et le leadership qui encourage les gens de s'impliquer, des exemples dans plusieurs programmes. Et pour ceux qui suivent les rôles traditionnels et perspectives militaires, cette idée que tous les soldats ont la même mentalité est ressortie. Et donc, on n'a pas besoin de mentorat spécifiquement pour les femmes. Alors, ce n'est pas tout le monde qui était en faveur de l'idée d'un mentorat spécifique au genre. Alors, l'identité de genre et le rôle dans le mentorat est aussi décrit dans
les données des interviews. Les expériences vécues des femmes sont différentes de celles des hommes et donc les femmes cherchent de l'appui. Par exemple, de l'équipement et des uniformes qui ne sont pas conçus pour les femmes, exposition à un environnement sexualisé, de la inconduite sexuelle et la pandémie de la COVID. Tout ça a affecté les femmes dans les forces militaires, tout comme les hommes, et c'est les femmes qui se sont occupées des familles et des enfants surtout, et ça a été difficile pour eux, et on a parlé de ça durant la collecte de données. Il faut faire ça durant une pandémie, et il y avait ce déséquilibre. Les femmes trouvaient qu'ils travaillaient de la maison davantage que les hommes, même s'ils avaient le même poste et les mêmes rôles et responsabilités. Alors, un sujet de conversation entre les femmes mentors et les personnes qui reçoivent le mentorat, c'est comment les hommes ont besoin de s'adapter et gérer la situation dans la culture militaire, ne pas se battre contre le système, travailler dans le système, fonctionner dans le système, c'est quelque chose qu'on entend souvent. Et aussi, l'équilibre vie-travail et la planification familiale semble être la question la plus commune durant les conversations de mentorat. Et dans tous les entretiens, j'ai demandé une question. Qu'est-ce que aimeraient voir les participants dans un programme idéal de mentorat? J'aimerais partager les commentaires. Il y avait des discussions que les programmes de mentorat devraient être formels et avoir des priorités quand c'est en parallèle à la chaîne de commandement et que l'éducation formelle devrait être donnée dans la carrière militaire sur qu'est-ce que c'est le mentorat, les bénéfices du mentorat et comment faire du bon mentorat. L'idée d'une approche d'appareillage, d'appareiller les gens qui iraient bien ensemble et au-delà de tout le reste. Ça devrait être plus sur la personnalité, les attentes, sur la relation qui devrait être considérée quand on veut mettre les gens ensemble, les appareils. C'est comme quand on fréquente quelqu'un. Alors, on doit avoir un équilibre. On doit trouver un équilibre entre un programme formel mandaté et un programme informel. La préoccupation avec un programme formel, c'est que les gens verraient ça comme quelque chose qui est ajouté à leur charge de travail. Et la préoccupation, quand c'est informel, c'est qu'il n'y aura pas d'imputabilité externe à une relation qui mène à un manque de culture de mentorat dans les forces armées. Les prochaines étapes, donc, c'est de faire une analyse des ressources existantes, faire une analyse de cadre relationnel et opérationnel à la fondation. A mentorship program specifically for women in the Canadian Armed Forces. Just want to wrap things up. I want to say thank you to the transcription team from the Gender Lab for helping me with it. With all the transcribing all the interviews. I'd also like to acknowledge the support of CPO Sean Wilcox from the Canadian Forces Training Development Center for his assistance with recruitment in the study. And most importantly, I'd like to thank the men and women in the CAF who I had the privilege of speaking to and acknowledge the support of Je veux remercier les femmes et les hommes à qui j'ai parlé. Je reconnais l'appui de CIDP du Queens et CDSN pour cette occasion. Thank you so much, Dr. Tamsito. Merci, Dr. Tamsito. Maintenant, on va y aller avec notre troisième conférencière, Stéphanie. Bonjour tout le monde. Je vais juste lancer mon écran. Alors, on veut reconnaître. Vous pouvez confirmer que vous voyez l'écran? C'est la partie la plus difficile de faire ça en ligne. OK, parfait, merci.
Alors, premièrement, merci de m'inclure dans ce merveilleux webinaire aujourd'hui. J'apprécie. Avant de commencer, je veux reconnaître que je vis et j'habite sur le territoire non cédé du peuple algonquin et Anishinaabe. Je veux remercier Stéphanie Bélanger et l'Institut canadien de recherche sur la santé militaire pour m'avoir invité dans ce projet. Et aussi, j'apprécie l'appui de Wounded Warriors Canada et l'Institut de Mental Health Research pour le financement qu'ils m'ont donné à mon équipe et à moi pour faire cette étude. Je veux aussi remercier mes co-auteurs qui ont travaillé avec moi, Colin Vincent, Super Étoile, travailleur social qui fait un bon travail avec cette population. Le colonel Ratesh était psychologue avec l'armée et travaille à l'Institut de santé mentale à Royal Ottawa. Et Andrea Ashba, ma conseillère au doctorat, qui a été merveilleuse. Alors, ce que je vais voir avec vous aujourd'hui, premièrement, je veux dire dans mon enthousiasme d'être avec vous aujourd'hui sur la blessure morale, mais j'ai oublié quelques diapos, mais vous pouvez avoir toute ma présentation si ça vous intéresse et vous voulez davantage d'informations. Alors, aujourd'hui, je vais présenter le contexte de blessure morale. Je vais parler de résultats d'une étude que j'ai conduite ici à Ottawa pour donner une voix aux expériences des gens d'être affectés par une blessure morale et je vais parler de la pertinence clinique de ça pour les membres des forces militaires et des vétérans. Alors, essentiellement, la blessure morale décrit les conséquences psychospirituelles d'événements qui vont à l'encontre de nos valeurs profondes. Alors, le nom qu'on utilise, c'est des expériences qui pourraient nuire à notre sens moral. Ce n'est pas tout le monde qui aura une blessure morale ou des séquelles psychologiques ou spirituelles, mais en général, ce genre d'événement, une définition de ce genre d'événement, c'est faire des actes ou être témoin d'actes qui vont à l'encontre de nos valeurs profondes. Un exemple de ce genre de choses, c'est l'expérience en combat, les forces de paix qui étaient dans des situations moralement ambiguës. Les gardiens de la paix ne savaient pas exactement quoi faire et auraient pu mener à des situations non attendues ou avec des graves conséquences pour les collègues ou les civils, voire des atrocités et être frappés par le poids moral des massacres que l'on voit et aussi être trahis par d'autres, des chefs, des institutions. On voit beaucoup de ce genre de choses qui ressort maintenant avec des instances d'abus sexuels ou des gens qui ont l'impression que l'armée ne prend pas soin de ses membres. On est heureux de voir des changements, mais il y a aussi des exemples de ce genre de choses qui pourraient mener à ces conséquences. Alors, la prévalence de ce genre d'événements est assez élevée. Les études que j'ai vues, que j'ai faites, les statistiques viennent des membres, 49 à 84 % des individus ont vu des atrocités, l'exposition à des atrocités ou des massacres. Ça, c'est avant l'Afghanistan, les conflits de forces de la paix comme le Rwanda ou la Yougoslavie, où les gens avaient beaucoup d'exposition à ce genre d'expérience. Et la deuxième statistique, 56 % des gens qui rapportent de l'exposition à ce genre d'événements, incluant CIBA était PMIE ou la cohorte d'Afghanistan des individus des forces canadiennes qui ont répondu au sondage santé. Alors, je n'ai pas le temps d'aller trop dans le détail sur ce qui constitue les facteurs qui mèneraient à des événements comme ça, mais il y a une diapo comme ça, comme celle-là que je peux envoyer si vous la voulez. C'est se sentir comme les règles d'engagement sont trop restrictives, pas une bonne intelligence, être affecté par la culture de l'unité sur le déploiement. Ça, c'est de l'information des États-Unis, je dois dire, où dans la culture, il y a une déshumanisation de l'ennemi. Tous ces genres de facteurs ensemble peuvent mener à l'expérience de blessures morales. Alors, comment est-ce qu'on progresse de l'exposition à une blessure morale? Ouais, dans le milieu ici, on voit une certaine douleur morale qui est
fait partie de l'expérience. C'est normal d'être exposé à ce genre d'expérience, des choses difficiles comme se sentir coupable, j'aurais pu faire quelque chose, se condamner soi-même. Mais quand on parle de blessure morale, c'est vraiment quand il y a une incapacité de l'individu à réconcilier cette douleur, parce qu'ils ne peuvent pas réconcilier cette douleur morale. Eh bien, l'impact sur leur bien-être en termes de leur bien-être spirituel et psychologique mène à de la détresse et certaines difficultés de fonctionnement. Alors, j'aimerais présenter maintenant les résultats d'une étude que j'ai faite. J'ai interviewé 18 membres et des vétérans également. Reported an exposure to a potentially morally injurious event. And I asked questions about the impact of this event on their identity, their spirituality, their interpersonal functioning, and their emotional state, etc. So the first theme that we were able to identify was a change in moral attitude. So people tended to see that these experiences were a catalyst for them thinking differently about morality or about, the way that the world works. And there were three patterns that we observed here. So rigidity, people feeling or expressing more of a black and white view of morality. Things are either right or they're wrong. A confusion, so not being able to understand what is right and wrong, and that being really distressing for the individual. And then also pessimism, just a general gloomy outlook on life or on kind of disillusionment with the nature of humanity. You can see the quote here represents that rigidity that I was talking about. This person says, "I've always known the difference between right and wrong, but I think that the line just got a lot thicker between the two." This next quote exemplifies that moral confusion that I was talking about. So this person says, "It's crazy, but it's the way the world works." I'm really sorry to interrupt, Stephanie. Alex, you're on the wrong channel. We're getting French on the English, so I just needed to get that fixed. Sorry about that. You can continue. Okay. So this quote is cette citation, c'est pour exemplifier que la confusion morale, c'est difficile, mais la façon que le monde fonctionne et mon sens de bien et mal, qui a raison, qui n'a pas raison, m'a rendu fou. La prochaine chose qu'on a observée, c'est une sensibilité augmentée ou une réactivité aux situations morales, et ça s'est manifesté de différentes façons. Dans notre sens de responsabilité personnelle de quelqu'un qui a l'impression, à cause de cet événement transgressif, je dois faire attention à mes actions et être sûr que j'agis moralement. Et aussi une vigilance, un biais à voir des situations à travers une lentille morale où il ne le faisait pas autant avant. Et aussi une réaction augmentée aux situations morales, réagir plus fortement à des situations de moralité que dans le passé. Cet individu dit faire ce qui est bien, c'est vraiment la seule chose. Maintenant, on parle de choses plus subtiles. Est-ce que votre travail, c'est d'être à l'heure et vous ne pouvez pas être en retard? Et c'est des choses mineures, mais c'est un exemple de ce sens augmenté de moralité, même des choses mondaines, comme être en retard pour un rendez-vous. Cette personne voit maintenant ça comme une question morale et se sent mal à cause de quelque chose comme ça. Ça exemplifie cette augmentation de la responsabilité. Cet individu dit que je surcompense en étant surprotecteur, mais c'est ridicule et c'est trop à cause de l'événement et des conséquences. D'autres thématiques qu'on voit, c'est une perte de confiance en soi-même parce que, comme agent moral et dans notre capacité d'agir moralement, mais on voit une perte de confiance en les autres, incluant les institutions et les sources de spiritualité importantes, par exemple, une perte de confiance en Dieu ou en l'humanité. Et une autre chose qu'on a vue, c'est une rumination, des gens qui
voient que leurs efforts pour réconcilier l'événement, ça fait partie de leur détresse et être préoccupé par ça et le revoir 1000 fois. Alors, pourquoi c'est arrivé? Comment j'aurais pu l'éviter? Est-ce qu'il y aurait une solution possible? Si je peux retourner dans le temps, qu'est-ce que j'aurais fait différemment? Si j'aurais pu faire différemment, de nouvelles questions viennent à mon esprit à chaque fois. Alors, vous mettre dans les souliers de ces individus qui sont vraiment ont vraiment de la difficulté à réconcilier leur expérience de blessure morale et ça fait partie de leur détresse. Alors, certaines autres perturbations, c'est au niveau de l'identité, la spiritualité et la relation interpersonnelle. Alors, une difficulté à réconcilier leur identité dans le sens que la personne que j'étais n'est pas la personne que je voudrais être ou la personne que je suis maintenant et c'est difficile pour eux. On a aussi une grosse proportion des gens qui ont perdu leur valeur personnelle et ne se sentent pas bien comme personne. Destruction de la spiritualité aussi. On a vu cette question de dissonance, de ne pas pouvoir réconcilier nos valeurs spirituelles, ce qui est important pour la personne, les valeurs profondes versus les actions de cet événement. Et aussi, des individus perdent totalement leur spiritualité parce que j'ai vu et j'ai fait certaines choses. Je ne crois plus en un être supérieur ou en la bonté des gens. Alors, aussi, une destruction des relations interpersonnelles, les gens qui perdent de la connexion avec des individus, des communautés, et aussi un sens de vouloir s'éloigner, se protéger, se mettre des murs. Et voici quelques citations. Je pensais que j'étais une mauvaise personne. Je pensais toujours comment si je racontais mon histoire aux Canadiens qu'ils diraient que cet homme est un monstre. Alors, se mettre dans les souliers d'un individu qui a vécu quelque chose comme ça et la détresse qui vient avec ça, avec la croyance que ils sont une mauvaise personne et ils doivent se cacher des autres. Alors, cette personne dit, j'ai peur que les gens me voient comme une mauvaise personne ou quelqu'un ne va pas bien dans la société. Ce sens de séparation et de... Si je dis à ma femme que je l'aime, c'est parce que je pense qu'elle va l'entendre. Je sais pas, c'est comme si je regarde les gens d'une différente perspective, pas la mienne. C'est comme une expérience hors de mon corps, comme si c'était un troisième parti. C'est comme un vide. Je ne suis pas connecté aux gens autour de moi. C'est cette perte de connexion que je parlais, que je mentionnais auparavant. Cette personne se sent complètement déconnectée et vide en relation aux gens importants dans sa vie, dans ce cas, la conjointe. Et le dernier sujet, c'est l'internisation et l'externalisation de comportements et d'émotions. Et l'externalisation, c'est vouloir se séparer des autres, se cacher des émotions comme l'anxiété, la tristesse, se sentir coupable, la culpabilité, qui peuvent mener à des actions externes ou l'externalisation des émotions. Dans ce cas, si la colère, l'irritabilité, être impatient avec les autres, maltraiter les autres émotionnellement, les émotions qui mènent à ce genre de comportement. Et il y a deux façons que ça se manifeste. C'est des réactions prolongées à l'événement de blessure qui a causé la blessure et se sentir coupable et se sentir embarrassé. Par exemple, cette rumination qui mène à ces émotions difficiles ou reflétées sur la nature morale du monde et perte de spiritualité. On se sent toujours triste, par exemple. Et donc, je vais sauter ça, mais beaucoup de ce qu'on trouve se chevauche avec ce qui a été trouvé avec d'autres études. Surtout aux États-Unis, il y a beaucoup de similarités entre les présentations, ce qu'on voit dans les forces armées et à Ottawa et ce qu'on a vu ailleurs aussi. Alors, en termes de pertinence clinique de cette blessure morale, c'est que l'exposition à des événements potentiellement
qui peuvent donner des blessures morales sont reliées au suicide. La sévérité de la blessure morale associée avec une historique de suicide, indépendamment de stress post-traumatique, c'est pas juste le stress post-traumatique qui peut être derrière cette expérience, mais ça peut être quelque chose de bien spécifique. Et les facteurs de risque pour le suicide, comme les sentiments de culpabilité, être embarrassé, perte de spiritualité, perte de sens de la vie, avoir un fardeau sur les épaules, être fatigué. Alors, ça peut être le résultat de la blessure morale et c'est pourquoi il faut faire attention et porter attention à ça. Alors, une des questions principales, c'est la blessure morale et le syndrome post-traumatique. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est différent? La réponse, c'est qu'il y a des similarités, mais il y a des façons aussi où c'est différent. Alors, c'est similaire ou c'est un événement très stressant qui mène à une détresse psychologique et une difficulté de fonctionner, mais la qualité est différente. Pour une blessure morale, ce serait une transgression qui serait le catalyste versus dans le post-traumatique, dans le stress post-traumatique, c'est un événement qui met en danger l'intégrité physique de la personne et c'est ce qui mène au résultat délétère. Alors, dans la blessure morale, c'est la culpabilité et être embarrassé. Et pour le PTSD, c'est la peur. Alors, l'évitement, c'est une partie importante de PTSD, mais blessure morale aussi. Alors, comme on l'a vu, dans certaines PTSD, ça peut être évité dans des situations difficiles ou les situations où on se sent en danger. Une personne peut fonctionner, mais une personne blessée moralement pourrait éviter et être isolée des autres. Alors, en termes d'implication pour la ronde clinique, mais aussi à l'extérieur de ça, il y a des implications pour les politiques sur l'accès aux bénéfices. Et si ce n'est pas du PTSD ou dépression ou un autre diagnostic, est-ce que ça veut dire que les gens qui ont vécu ce genre de détresse, de blessure morale, ne sont pas reconnus et n'ont pas les avantages sociaux et les appuis nécessaires? En termes de formation militaire, il y a du travail qu'on fait maintenant pour essayer d'intégrer des scénarios plus ambigus dans la formation militaire pour essayer de prévenir les individus d'avoir ces réactions plus extrêmes. Et aussi, il y a des implications pour une culture militaire et cohésion, surtout dans le cas d'assaut sexuel dans l'armée, des questions sur le genre dans les forces militaires, comme mes collègues mentionnaient. Si les gens pensent que l'environnement ont l'impression que l'environnement est plus cohésé, a plus de cohésion et ils se sentent mieux et qu'ils ne seront pas trahis s'ils doivent parler d'événements difficiles. Et ça sera une bonne chose pour tout le monde. Alors, je vais m'arrêter là et je serai heureuse de prendre vos questions. Merci. Merci pour cette présentation, Stéphanie. On va maintenant y aller à notre dernier conférencier pour ce panel, Dr. Kicker. Hey, thanks very much. Merci. Je lance mon PowerPoint rapidement. OK, bon après-midi tout le monde. Aujourd'hui, je vous parle du territoire Nigma. Je veux commencer en remerciant la Défense nationale et le réseau de sécurité Canadian Network de m'avoir invité, à mes conférenciers collègues d'être ici avec nous et tous ceux qui sont avec nous virtuellement. Dr. Lickbauer qui m'a invité à participer à ce projet qui explore les facteurs de succès pour les Rangers canadiens. Mon travail sur le rôle des Rangers et bâtir de la résilience qui vient de tout ça. Je veux remercier les Rangers qui ont donné des interviews et partagé leur récit, leur histoire, leur anecdote et on continue de protéger leur communauté à tous les jours. Alors, retournons en avril 2020 avec la COVID qui augmente. Les forces armées en activité, des centaines de Rangers à travers le pays, comme faire partie de Operation Laser. Alors, ils ont fait beaucoup de choses pour aider les communautés, le triage, couper du bois, faire du déneigement, livrer des médicaments. Mais comme on m'a expliqué, notre focus, c'est d'aider notre communauté. Durant ce temps de difficulté, le
Rangers ont donné aux Canadiens une capacité additionnelle qu'on peut utiliser pour augmenter nos réponses à la COVID. Comme on a répondu à la pandémie en avril et mai 2020, les communautés de Fort Vermilion, dans le nord de l'Alberta, Hay River, dans le territoire du Nord-Ouest, et Keshkawan, dans le nord de l'Ontario, ont tous demandé de l'assistance de patrouilles de Rangers pour des inondations. Fort Vermilion a fait face à un événement générationnel et les Rangers ont pu aider les résidents. Leur participation dans ces activités et la réponse à la COVID-19 ont souligné le rôle que les Rangers canadiens jouent depuis des années en vertu de leur capacité, de leur présence. Ils ont aidé d'autres agences gouvernementales de façon routinière en faisant de la prévention, en répondant, se préparant et en se rétablissant de situations désastreuses, d'urgence qui font face à cette communauté. Ils sont une source de résilience face aux désastres qui aident à l'anticipation, à la prévention ou à l'atténuation des problèmes liés aux désastres pour bien répondre en état de crise pour pouvoir faire un rétablissement après un sinistre. Donc, selon ce qu'a dit le gouvernement, l'analyse des médias et en considérant les focus groups qu'on a tenus avec beaucoup de Rangers, l'objectif de cette présentation est de mettre l'accent sur le fait que les Rangers canadiens répondent à une question très difficile. Comment est-ce que les investissements ciblés du gouvernement peuvent nous permettre d'avoir une résilience dans des communautés en risque, isolées, avec de petites populations, avec des infrastructures limitées, des ressources locales faible et en donnant une assistance rapide. Dans quelques instants, je vais mettre l'accent sur les éléments variables qui permettent aux Rangers de renforcer la résilience des communautés en vue des désastres et grâce à un petit financement, avoir des améliorations des services que les Rangers peuvent offrir grâce à des petites interventions. Quelques contextes. Les Rangers canadiens sont autosuffisants. Ce sont des membres d'une en fait, des réserves canadiennes qui sont les yeux, les oreilles et la voix, donc dans des régions éloignées. Ils offrent une surveillance, une présence locale, ils recueillent des données et aident aux opérations militaires. Et comme on l'a dit, les Rangers participent dans des missions de sécurité publique. 5 000 Rangers, il y en a ici dans plusieurs régions. Alors, on a les différentes langues parlées, 25 ou 26 et donc, les patrouilles se composent de 25 à 30 membres, au minimum 8. Il y a un commandant ou un sergent qui est le chef, le leader. Et donc, il y a ces différents postes et les membres sont censés être autosuffisants et sont remboursés pour l'utilisation de leur propre équipement. Mais on leur donne un équipement modeste. Comme par exemple, bien sûr, un fusil et puis le signe distinctif qui est rouge, etc. Donc, la résilience d'une communauté face à un désastre, cela dépend de plusieurs facteurs. Les éléments socio-économiques, des services clés, etc. Une infrastructure adéquate. La résilience communautaire se bâtit du bas vers le haut dans une approche qui mobilise les réseaux, qui utilise les ressources existantes. Les compétences locales, les connaissances et développent des compétences clés, comme par exemple l'analyse des risques et les compétences de réponse telles que requis. La présence d'organisations communautaires, comme également les équipes de réponse composées de volontaires, aident à concevoir beaucoup d'actifs qui sont requis pour les communautés qui sont fortes et résilientes et peuvent faire face à la musique lorsqu'il y a des désastres. Alors, cette résilience est créée entre autres, par plusieurs éléments. Les Rangers sont prêts à agir. Ils sont présents. La protection des communautés, pour eux, est une de leurs premières responsabilités. On nous a dit, nous sommes les yeux et les oreilles de l'armée, mais on protège nos communautés. On l'est aussi pour nos communautés, donc la responsabilité sociale est là. Et les Rangers veulent répondre aux urgences, aux désastres. On voit quelle est leur volonté. Plusieurs personnes se joignent aux Rangers afin de protéger leur communauté. Il y a une paye modeste, une formation annuelle, il y a des tâches additionnelles qu'on leur donne et qui les aident à rester engagés et préparés. C'est un élément très important qui différencie les Rangers d'autres groupes de volontaires
qui ont des difficultés à retenir le personnel, des problèmes de motivation et le financement pour la formation, l'équipement et pour bâtir des relations est moindre. Le paiement est important lorsque les Rangers doivent se mobiliser pendant longtemps durant des moments comme l'opération laser, des moments d'intervention soutenus. L'organisation des Rangers dans des patrouilles au niveau communautaire s'assure qu'ils peuvent répondre en tant que groupe presque immédiatement. Une considération très importante de la communauté éloignée qui sont situées dans des environnements particuliers où les urgences peuvent faire un effet domino et s'approfondir. Les patrouilles de Rangers offrent un service efficace. À temps, c'est opportun, c'est une réponse opportune en cas d'avalanche, en cas d'inondation, lorsqu'il y a écrasement d'un avion, ce genre de choses. Ou par exemple, l'incendie dans une usine. Un élément très important également, c'est la formation annuelle pour les Rangers qui est offerte par la CAF. Ça dépend des conditions locales, mais ce qui inclut également des éléments qui sont liés à la gestion des désastres. Alors, une communication efficace, des formations là-dessus, dépendamment des défis auxquels on fait face dans une communauté, où on s'implique également dans des manœuvres beaucoup plus vastes pour pouvoir répondre à la situation, évacuation communautaire, feu, incendie, inondation, etc. Et donc, cela permet de bâtir les relations et améliore la connaissance de travailler avec d'autres organisations, ce qui sera nécessaire en cas d'urgence dans leur communauté. Connaissance locale et traditionnelle. Alors, il y a du mentorat également, ce qui sert de plateforme pour transmettre des connaissances locales et ça provient des aînés vers les plus jeunes. Pour les personnes autochtones qui servent comme Rangers, c'est une connaissance traditionnelle qui inclut de l'information pour savoir comment identifier les risques naturels, réduire les risques et comment déterminer des réponses adéquates. Tout ça, c'est des éléments clés de la résilience face aux désastres naturels. Et maintenant, cette transmission intergénérationnelle de connaissances, en fait, il y a un transfert de connaissances et on comble des fossés qui ont été identifiés pour atténuer les risques dans les communautés autochtones canadiennes. L'espace restreint pour la connaissance traditionnelle, les manques de pratique en termes d'efforts d'atténuation de risques lors de désastres, manque d'opportunités pour les peuples autochtones, leur communauté et difficultés à travailler avec des équipes de réponse plus vastes. Les Rangers travaillent pour la résilience, la planification, pouvoir bien se préparer et les mesures d'analyse des risques en situation risquée. Ce sont bien sûr, et de l'armée. Donc, ils essaient de vérifier les niveaux des flots autour, ils essaient d'être aux aguets. Ils utilisent leur réunion mensuelle pour faire l'analyse des risques de façon informelle pour voir ce qu'ils ont vu sur le territoire, ce qui pourrait créer un risque à leur communauté. Considérant à quel point les Rangers connaissent bien leur communauté, ils sont bien placés pour faire une cartographie des ressources, pour identifier les déficits, les forces et les faiblesses. Ils font ça en utilisant les rapports LARR, ce qui donne des informations très importantes en cas de risque. En 2017, il y avait les incendies des feux de forêt de la Colombie-Britannique. C'était très utile d'avoir ces rapports LAR. Et donc, un leadership très fort et comment on s'organise, c'est très important pour la résilience au désastre. Les Rangers canadiens et leurs patrouilles nous permettent de développer des leaders au niveau local qui est très utile en cas d'urgence. Et le CAF permet aux sergents, aux caporaux également, une formation pour qu'ils puissent s'organiser, coordonner, planifier, résoudre des problèmes de façon plus efficace. Et des fois, ces activités, ces formations impliquent de répondre à des scénarios d'urgence ou dans des cas d'urgence ou lorsqu'il y a des désastres. Quelques qualités qui ont un impact sur la résilience. L'élément le plus important, c'est les liens interpersonnels. Il y a des groupes, des réseaux, et donc les Rangers font partie de ces groupes dans les communautés. Les patrouilles des Rangers créent de nouvelles relations, des nouvelles associations entre les membres et créent une ressource communautaire qui est très utile en cas de désastre ou d'urgence. L'intersectionnalité de différents réseaux pour les patrouilles s'assure que leurs membres ou les membres des communautés comprennent qui est vulnérable ou pas, qui a besoin d'aide et surtout, on s'assure qu'ils méritent la confiance des membres dans les communautés. Lorsqu'il y a des interventions, les patrouilles des Rangers sont un point d'entrée dans la communauté et offrent un accès immédiat à un réseau très étendu, ce qui facilite des activités adéquates en termes de réponse. La contribution des Rangers à la résilience en cas de désastre est très importante. Les
situations communautaires sont un cas particulier. C'est toujours complexe, surtout dans les régions éloignées. Les communautés, collectivités autochtones en particulier, ont vraiment mis l'accent sur le fait qu'il y a un manque d'appui et de communication lors des évacuations. Que les Rangers sont présents dans ces activités d'évacuation, leur expérience, leur formation, leur réseau et leur lien de confiance ont aidé à atténuer certains de ces problèmes. Les Rangers ont servi comme canal de communication et ont aidé à localiser, à faire bouger les personnes évacuées, à organiser des activités sociales, entre autres, dans une situation chaotique et donc ont continué à offrir des services. En 2019, par exemple, on a aidé chez les Rangers, on a aidé à plusieurs Premières Nations, par exemple Pikangikum, c'est une Première Nation et il y avait une évacuation communautaire. Les Rangers ont aidé comment? En étant là simplement avec leur couleur rouge et ils étaient bien formés. Sans eux, on ne sait pas ce qu'on aurait fait dans cette collectivité autochtone. Le changement climatique exacerbe les risques, n'est-ce pas, dans les régions éloignées canadiennes. Et il y a plusieurs façons pratiques comment le rôle des Rangers pour la gestion de risques peut être amélioré grâce à des financements modestes en accroissant le niveau de paix, par exemple. Le CAF met l'accent sur une expansion des Rangers. On a mis beaucoup l'accent sur l'amélioration du plan. Mais plutôt, on devrait mettre l'accent sur l'expansion de l'ensemble des compétences des Rangers, des cours, par exemple, sur l'analyse des risques lorsqu'il y a des situations d'urgence, des désastres, une formation sur les incendies, les inondations, etc., les zones en danger, une formation qui correspond à ce qui est donné au CERT, éteindre de petits incendies, l'évaluation de dommages, etc. Donc, des exercices annuels peuvent être menés, ce qui inclut une composante de réponse face aux désastres, par exemple des évacuations, des activités en cas de secours en cas d'inondation, des vérifications sécuritaires dans la communauté et donc ce genre de formation devrait être effectué. Les patrouilles des Rangers peuvent être plus impliqués pour la préparation de ces activités au niveau communautaire et au niveau régional, incluant une analyse de risque durant des réunions mensuelles et mener des évaluations de risque en collaboration avec d'autres parties prenantes. Et participation rémunérée pour la préparation et les mesures de préparation, par exemple les inondations, les efforts d'atténuation à faible échelle qui peuvent être entreprises, éliminer les risques d'incendie de forêt en éliminant certains arbustes, en délimitant les routes d'évacuation en cas de tsunami, par exemple. Ils peuvent travailler avec les gouvernements locaux et ils peuvent compléter également des rapports Local Area Response pour une réponse dans les aires locales. On peut copier un peu ou s'inspirer de programmes américains développés par la State Guard Association pour les forces armées américaines. C'est un programme qui a 3 niveaux et qui offre une formation de plus en plus complexe en cas d'opération. Les Rangers qui compliquent ce programme de spécialistes peuvent porter un badge spécial et c'est la certification du MEMS, donc au niveau opérationnel. Alors, on peut avoir ce genre de choses. C'est un investissement modeste qui sera nécessaire, mais avec les investissements modestes, le Canada a quand même pu mettre l'accent sur ses forces pour aider les communautés exposées aux risques communautaires ou éloignés. Les Rangers sont un bon exemple comment la résilience communautaire peut se bâtir du bas vers le haut en améliorant les compétences des membres dans une structure organisationnelle qui donne de la formation, qui leur donne l'équipement nécessaire pour aider à toutes les phases de la gestion en cas de désastre de sinistre. Le rôle des Rangers en cas de désastre de sinistre va accroître en importance alors que les menaces vont s'identifier pour ces communautés. Il faut explorer des manières d'améliorer ces compétences comme Roger Hitchcock l'a dit, nous devons trouver des solutions pour savoir quoi faire. On doit en parler. Alors, il l'a bien dit. Et en conclusion, c'est ce que je voulais vous dire. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir passé du temps. Vérifiez ce réseau sécuritaire et de défense arctique, le North American et voilà, Network. Et merci beaucoup aux bailleurs de fonds, MEOPA, Canada, bien sûr, Irving, Mines, etc. Et donc, merci beaucoup encore une fois aux Rangers. Merci pour tout le travail que vous faites. Merci beaucoup. Merci, Peter. Et merci à tout le monde, à tous les panélistes. On a eu un ensemble de présentations formidables et finalement,
On a parlé du personnel et le personnel du CAF, etc., différentes composantes là-dessus. Et je vais parler un petit peu de l'intérêt qu'on porte là-dessus. C'est très intéressant. On a des questions ici que les gens ont posées. Moi, j'avais aussi quelques questions et je vais démarrer par le Dr. Brown. Quelle est la résistance à laquelle vous avez fait face? Ça m'a pris du temps pour être à l'aise avec ce thème de la masculinité toxique. Il y a beaucoup de débats aujourd'hui dessus. Lorsqu'on a parlé de Operation Honor, par exemple, on a eu des discussions pour savoir comment certains gens perçoivent ça comme une accusation, une critique contre les hommes. Et je me demande comment est-ce que les hommes dans vos cours ont répondu à certains éléments dynamiques de cette question. Bon, je ne suis pas encore docteur, hein, Dr. Brown, mais bon, je pense que lorsqu'on fait la présentation de ces concepts qui sont des défis aux membres de l'armée, c'est très important d'avoir des pratiques pédagogiques dont on discute avec le contenu. Ce qui fait partie du succès lorsqu'on engage un membre de l'armée relativement à des perspectives sur le genre, c'est on leur donne l'espace et on leur donne l'environnement dans lequel ils peuvent avoir des discussions collaboratives. L'idée n'est pas tant d'enseigner des choses comme ça depuis une approche style Oxford, où vous leur présentez plusieurs idées de façon magistrale pour que le public de militaires absorbe le tout comme une éponge. Non, c'est plutôt de créer une pédagogie féministe essentiellement qui permet aux membres de l'armée de réfléchir à leur propre position dans l'armée pour savoir quelle est leur expérience pour pouvoir comprendre l'identité militaire par une perspective fondée sur le genre. En faisant ça, on peut créer un dialogue qui est censé et qui s'ancre dans leur expérience personnelle. Ils peuvent naviguer donc autour de ça. Ils peuvent contourner un peu ce ton accusateur qui résulte quelquefois de l'enseignement, par exemple, Operation Honor, lorsqu'on est plus directif que collaborateur dans la façon d'enseigner. En utilisant les bonnes approches pédagogiques, je pense que c'est aussi important que ce qui est enseigné. La bonne approche est aussi importante que le contenu. Merci beaucoup, j'apprécie beaucoup cela. Dr. Amsilo, quelque chose qui me vient à l'esprit, c'est que le mentorat dans une organisation, ça peut être problématique par rapport aux gens. Là. Vous en avez parlé un peu, mais comment peut-on mettre de l'avant le mentorat sans créer de vulnérabilité? Très bonne question. Je pense que cela est lié à l'élément culturel, à la chaîne culturelle. Les gens qui ont participé à l'étude, alors ce que j'ai vu, ce sont les gens aussi qui l'appuient. Ils ont tendance à l'être. Et donc, je parle à un petit segment de la population. Donc, ce n'était pas, disons, un élément transversal partout dans les forces armées pour les mettre en appétit pour savoir si c'est quelque chose qui pourrait être efficace. Je parle aux gens qui se sentent déjà engagés dans tout ça. Plus de travail doit être fait, bien sûr, pour mieux comprendre quelle est la viabilité de quelque chose comme ceci. Merci beaucoup. Dr. Hu, je pense que vous avez mis l'accent au final sur comment empêcher les blessures morales, comment aider les gens qui ont ces blessures morales. Pas juste pour les experts sur le champ. On a des amis, peut-être des collègues qui ont ce genre de blessures morales. Je suis presque docteur, moi aussi. Encore une fois, je vous corrige. C'est bien d'entendre parler de la position que j'aurais, mais bon, je présenté à la fin de quelque chose qui parle plus de prévention que de la réaction. En tant que communauté, ce que l'on peut faire, c'est reconnaître et apprendre au sujet de ce type d'expérience afin que nous soyons plus à l'aise à savoir ce que nos anciens combattants, les membres du service, savoir ce à quoi ils font face pour savoir comment ils peuvent faire face à la colère, la culpabilité, la honte, etc. Il faut comprendre leur perspective et reconnaître que
on ne peut pas toujours comprendre leur perspective parce qu'on n'a pas vécu ces expériences, tout simplement. Et donc, de voir qu'il y a du travail qui est fait maintenant là-dessus déjà, relativement à la formation, relativement à ces scénarios, je pense que c'est une bonne voie déjà. On s'en va dans la bonne voie, mais on ne peut jamais préparer quelqu'un vraiment à savoir quelles sont les choses qu'ils vont subir. Mais avoir cette conversation avant que les gens aillent au combat, c'est utile. On pense donc à des situations. On peut dire, voilà, vous allez peut-être faire face à ça, il faut déjà en parler, etc. Vous aurez à en parler. L'aspect culturel également des choses, c'est important. Le côté institutionnel. Reconnaître qu'en tant que culture, ce sont des choses qui existent. De savoir que c'est OK d'en parler et créer des changements structurels afin que les gens qui parlent de ces expériences-là divulguent des choses qui soient protégées, qu'on les respecte. Une question également du public. Quelqu'un qui est en voie de devenir docteur, Dr. Hull, donc pas encore docteur, mais bon, voilà. L'exposition. Est-ce que c'est quelque chose qui a plus d'impact aux gens qui sont vraiment dans la partie avant de la flèche ou est-ce que c'est plus logistique? C'est juste pour les gens qui travaillent aux opérations spéciales ou quoi? Du point de vue des études PTSD, on disait que le PTSD était surtout quelque chose qui ciblait les gens qui étaient sur le terrain. Ceux qui allaient à la guerre, n'est-ce pas? Le syndrome du SSPT. Là. Oui, il y a encore beaucoup de choses qui sont faites. C'est un élément de recherche que l'on commence à faire. On met beaucoup de recherche, d'efforts de recherche aux États-Unis, bien sûr. Les valeurs, la formation, etc. C'est différent aux États-Unis, n'est-ce pas? Je pense que ça vaut vraiment la peine de mettre des ressources là pour essayer de comprendre cette question, pour savoir qu'est-ce que c'est que la blessure morale pour les gens qui ont peut-être des caractéristiques spéciales, par exemple. Et donc, un élément que j'allais mentionner. Oui, désolé. Désolé. Ça va. Merci beaucoup. Dr. Kicker. As a political scientist, I can't help but notice that your presentation was Votre really présentation était très positive, dois-je le dire. C'est juste de savoir si il y a des défis auxquels font face les Rangers quant à l'appui gouvernemental. Est-ce qu'il y a un problème politique ici? Est-ce que les peuples autochtones des Premières Nations ont une expérience mixte ou pire que dans le passé? Et la question qu'on pose souvent, c'est comment est-ce que les gens dans le Nord perçoivent les Rangers? Est-ce que ce sont des alliés ou pas? Est-ce que ce sont des agents qui perpétuent les façons de faire du gouvernement qui sont pas perçues positivement, disons? Merci pour les questions. La recherche que l'on a menée. Plusieurs recherches ont traité de ces questions dans le détail. Ils ont découvert ce que moi j'ai découvert. Relativement aux Rangers, j'ai parlé avec beaucoup d'entre eux. C'est très positif, en fait. Du point de vue communautaire également, c'est très, très positif. Les Rangers sont perçus comme ceux qui bâtissent la résilience, pas juste en cas de désastre, pas juste pour la gestion des risques, mais ils peuvent réutiliser les connaissances et les compétences traditionnelles. Ils veillent au mieux-être d'une communauté. Ils jouent un rôle très important relativement à tout ça. Les forces armées canadiennes ont eu une histoire mixte là-dessus par rapport aux collectivités canadiennes et même des Premières Nations. Mais les Rangers ont eu beaucoup de réussite. C'est un modèle différent. De la façon que ça s'organise, ça assure la sécurité et la protection des collectivités. Les communautés le savent et le reconnaissent. La façon de résoudre la réussite des Rangers, c'est plus vaste. Il y a des commentaires communautaires qui nous disent bon, on est très, très fiers de l'uniforme rouge et des Rangers quand j'étais petit. Il y a beaucoup de respect, d'appui dans toutes les communautés, pas juste dans le Nord, mais dans le Colombie-Britannique, les régions côtières, Terre-Neuve, au Labrador également, et partout au pays. Et la réponse au COVID a amélioré leur rôle, je pense, eu égard à la réponse communautaire. Et donc, ça a amélioré leur image ou comment ils sont perçus dans la communauté. Je ne dis pas que ce n'est pas un défi, surtout
lorsqu'on fait face aux désastres, aux urgences, les Rangers canadiens sont bons à ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres interventions gouvernementales qui sont nécessaires pour la prévention, en termes de réponse, etc. Mais très certainement, si on avait du temps, on en parlerait aujourd'hui. Des choses que j'ai utilisées, c'est la réponse au COVID par les forces armées canadiennes dans la partie basse du pays, par le nord. Et c'est intéressant, lorsque les forces armées canadiennes sont allées dans les établissements de soins de longue durée, on a vu que ça comblait un besoin là. Il y avait des endroits qui étaient sous-peuplés en termes de personnel, mais c'était des endroits problématiques déjà. Donc, ces établissements de soins de longue durée avaient déjà des problèmes en soi lors de l'intervention de l'armée, pardon. Les Rangers canadiens, ils ont une voix de raison en quelque sorte, au niveau local, au niveau des autorités financières. Il y a un problème peut-être parce que les Rangers, s'ils interviennent, ils vont tout voir et ils vont en parler et ça peut être problématique pour les autorités. Pour la réponse des Rangers face au COVID, il y a eu des défis, surtout dans les premières étapes. En avril 2020, lorsque plusieurs Rangers pensaient qu'ils n'avaient pas l'appui nécessaire pour savoir comment utiliser leur équipement de protection personnelle. Mais surtout, les Rangers sont très heureux de faire partie du processus. Les Rangers ont été déployés pour les CRPG, par exemple, dans le nord provincial. D'ailleurs, CRPG, par exemple, les territoires du Nord-Ouest, le Yukon un peu, ils étaient en stand-by durant tout l'été. Mais les membres sélects de certaines communautés, ils étaient payés à temps plein. C'est ça que Rangers, durant l'été, pour ne pas... Ils restaient dans les communautés en cas de besoin. J'entends des histoires très positives, relativement au rôle qu'ils ont pu jouer. Des questions techniques aussi. On sait que les relations gouvernementales, intergouvernementales, etc., c'est très difficile à faire en termes d'approche. Et donc, les gens ne comprenaient pas vraiment quels étaient les rôles et les responsabilités des Rangers. Ils ne savaient pas ce qu'ils pouvaient faire ou pas. Et donc, tout ça a dû être, réglé en avril, mai, etc. Encore une fois, l'armée canadienne ne va jamais publiciter ce qu'ils peuvent faire ou pas, parce que les gens vont se rendre compte qu'ils peuvent faire beaucoup plus et les gens vont demander plus et il faut garder les ressources. Donc, et c'est là aussi un des avantages pour les Rangers. Les gens n'aiment pas tellement les opérations des forces armées canadiennes, mais les Rangers, lorsqu'ils sont intervenus à Fort... Bon, c'était différent pour la réponse au COVID-19 dans plusieurs communautés et au pays également. C'est un élément qui multiplie les forces, qui allège les responsabilités des forces armées canadiennes au niveau des opérations d'urgence intérieure, par exemple. Merci. Dr. Rounder, ou presque docteur, je suis curieux. Vous enseignez ces choses-là, mais ce sont toujours des choses dynamiques, mais ça devient plus dynamique. C'est devenu plus vrai que vrai ces derniers mois. On a vu un CDS qui a pris sa retraite et puis et un autre également a été mis de côté. Encore une fois, quel impact ça relativement à l'état-major, là? C'était le chef de l'état-major de la défense qui avait été mis de côté. Bon, l'idée, c'est la validation. Les gens qui ont soulevé ces préoccupations durant tout leur cours, eh bien, ça a créé une plateforme pour que les gens puissent être plus vulnérables dans l'environnement d'apprentissage et de par l'expérience d'apprentissage. En disant, j'ai dans ce poste-là, en tant que quelqu'un qui a réfléchi à ces actions ou quelqu'un qui a connu une expérience de ce genre de violation, composée avec la politique qui est actuellement a toujours cours dans les forces armées canadiennes, c'est le devoir de signalement. J'aimerais dire que le Dr. Alan Corses, ma collègue, a très bien fait. Il y a beaucoup de conversations du JPSP, là, les étudiants, ils arrivent et parlent beaucoup de duty of response. Voyez-vous, c'est le devoir de réponse.
différentes. Notre considération est fondée sur la culture américaine, militaire et l'identité. Voyez-vous, ce qui crée et ce qui conçoit ces identités comme un élément central de notre compréhension pour savoir comment aller de l'avant avec ces changements culturels. Comment vraiment créer un dialogue quant aux prochaines étapes et créer également une compréhension plus vaste en ce qui a trait aux différents types de positions et voir également comment les choses sont conduites dans l'armée. Il y a l'exploitation, l'abus et la violence en matière de genre et quant aux questions raciales. Et maintenant, par rapport au devoir de répondre, oui, je pense que c'est une bonne façon de considérer le tout à l'avenir. On va prendre une pause, une demi-heure, mais avant de le faire, j'aimerais remercier les panélistes pour vos présentations très intéressantes. Et donc, ce sont des questions très intéressantes. Et encore une fois, des fois, ça marche mieux. Et donc, pour ce genre de richesse, de discussion, pardon, on peut voir comment les Forces armées canadiennes et d'autres organisations, comment elles peuvent être plus efficaces et donc comment faire en sorte que le Canada puisse être plus efficace. Donc, j'aimerais vous remercier les membres du panel. J'aimerais qu'on soit ensemble. Un jour, on se réunira à nouveau en personne. Merci encore d'avoir participé. Merci de représenter vos organisations de belle façon. Merci, comme vous l'avez fait lorsque vous avez fait la présentation de votre recherche initialement aux différents événements partout au Canada. Lina, Peter, Stéphanie et de tous. Vanessa, merci beaucoup. Merci avec votre recherche et pour ceux qui font des dissertations. Continuez à bien faire pour vos dissertations. On a très hâte de vous revoir lors de prochains événements du RCDS. Pour les autres membres du public, on se revoit après une demi-heure pour le deuxième panel de présentateurs. Revenez ici, donc à 3h30, heure de l'Est. Merci beaucoup. On se revoit après la pause.